Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la différence que vous allez obtenir entre une photo panoramique prise avec un hyper grand angle ou un grand angle et une photo panoramique prise avec un téléobjectif et recomposée à l'aide de plusieurs photos. Bonjour à tous, donc comme énoncé en introduction, faisons un petit parallèle entre la photo panoramique de photos recomposées et la photo panoramique avec un hyper grand angle. Si vous vous souvenez bien, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez découvrir dans la liste des vidéos de la chaîne une vidéo intitulée « Comment composer des panoramiques sans objectif grand angle ». Cette vidéo vous explique comment faire pour obtenir des photos panoramiques avec un téléobjectif type zoom 100-400, 70-200, 200-600, etc., etc. et vous donne la méthodologie de conception de ces photos sous Lightroom. Je ne vais pas revenir sur cette vidéo, elle est suffisamment longue et détaillée pour vous indiquer comment procéder. Par contre, cette vidéo, elle a pour but de bien différencier les photos prises au téléobjectif et les photos prises avec un hyper grand angle. Effectivement, puisque les deux méthodes ont leurs avantages et leurs énormes inconvénients. Dans un cas, vous allez avoir des photos panoramiques, certes, mais avec une déperdition notamment de détails photographiques. Avec l'autre méthode, vous allez avoir des fichiers photos qui vont avoisiner les 500 mégas. Et d'autant plus qu'il va vous falloir une bête de course pour traiter ces fichiers photos. Mais j'explique tout cela dans la vidéo en question. Je vous invite à aller la visionner et à revenir ici. Vous auriez une meilleure compréhension de ce qui va se dire ici. Parlons, si vous le voulez bien, des différents objectifs et de leurs défauts optiques. D'un côté, vous avez les hyper grands angles ou les grands angles, et de l'autre, vous avez les téléobjectifs. Commençons par les hyper grands angles et les grands angles. Le souci avec ces objectifs, c'est que vous avez un champ de vision qui est potentiellement plus ou moins énorme, mais le gros problème, c'est que vous allez avoir une espèce de phénomène d'aspiration de la scène. C'est-à-dire que si vous faites une photo avec un grand angle ou avec un hyper grand angle, effectivement, vous allez élargir votre champ de vision. Il va être aux alentours de 150 degrés selon les objectifs. L'avantage, c'est que vous apportez beaucoup plus de détails à votre photo au niveau panoramique. Mais l'inconvénient, c'est que tout ce qui serait au second plan ou au troisième plan de votre scène va se trouver aspiré par l'horizon. Parce que la caractéristique de ces objectifs est que vous élargissez encore une fois, mais plus vous élargissez, plus vous étirez la profondeur de votre photo. Donc, ce qui pouvait vous apparaître primordial sur la photo, notamment si l'on prend cette photo de la ville de Decize, prise au 12-24, vous voyez que la ville de Decize est complètement inexistante. Par contre, si vous prenez cette photo, prise au 70-200 en photo recomposée, vous voyez que là, la ville de Decize, elle a toute sa place dans la photo et c'est elle le sujet majeur. Je vous mets en diaporama ces deux photos pour que vous ayez vraiment notion de la chose à avoir en tête. Alors, si dans ce cas, les photos prises à l'hyper grand angle perdent tout leur sens, puisque le sujet est en Decize, vous n'avez plus Decize ou pratiquement plus Decize sur votre photo, donc là, c'est perdu. Par contre, dans ce cas de cette photo-ci, qui est le saut de goulou dans la Nièvre, vous avez l'utilisation potentielle du maximum des capacités de votre objectif grand angle ou hyper grand angle, puisque là, vous avez une profondeur de champ qui est limitée par rapport à la cascade d'eau. Donc, peu importe si la déformation, je dirais, de profondeur due à votre objectif va faire en sorte que là, ce sera limité, puisque la composition géographique des lieux va faire que la déformation géométrique de votre photo en profondeur va être limitée par la cascade. Par contre, inutile de vous dire que dans ce cadre-là,
effectuer par exemple une pause longue comme nous venons de voir sur cette cascade avec des filtres va s'avérer complètement impossible au post-traitement avec des photos recomposées. Parce qu'il va falloir non seulement recalculer le temps d'exposition pour chacune des photos, et si vous faites une composition avec une vingtaine de photos, à raison, nous allons dire, de 20 secondes par photo, donc déjà vous voyez ça fait 400 secondes, donc 400 secondes ça fait presque 5 minutes d'exposition. Sans compter le calcul du recadrage à chaque fois et la gymnastique intellectuelle pour faire cette composition. Mais après, est-ce que Lightroom va être capable de recomposer cette photo? Là, la question se pose réellement. Donc vous voyez, avec ces deux exemples précis, les deux méthodes de conception de votre photo s'avèrent plus ou moins judicieuses. Par contre, la méthodologie que j'appelle en photo recomposée de plusieurs photos, elle a tout son sens, dans le sens où lorsque vous faites au téléobjectif, notamment, reprenons l'exemple de Cise, cette photo en fait, elle est composée de 21 photos au total. Son poids total final représente environ 500 mégaoctets. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très lourd à gérer. Mais à côté de ça, vous avez sur la composition de cette photo du détail, de la texture, parce que l'avantage de faire cette composition en photo composée fait que vous apportez chaque fois, quelle que soit la taille de votre capteur, mais vous apportez chaque fois l'équivalent de votre capteur sur chaque photo en détail et en texture. Ce qui fait qu'au final, effectivement, les fichiers sont lourds, mais ils sont beaucoup plus intéressants d'un point de vue technique parce qu'ils sont très détaillés, très texturés. Et vous allez pouvoir faire des agrandissements de ces photos sans aucun problème et vous y arriverez nettement mieux que si vous aviez fait vos photos avec un hyper grand angle ou un grand angle. Par contre, l'avantage de faire des photos panoramiques avec des photomontages, c'est que si nous prenons cette photo que j'ai réalisée depuis Bibract avec le lever du soleil dans la brume et une trouée qui vient éclairer l'étang de poissons, vous avez ici un panoramique réalisé au 100-400. Et là, vous avez possibilité d'avoir de la texture et d'avoir du détail que vous n'auriez pas eu avec un 12-24 par exemple, ou un 24 mm ou un 20 mm. Puisque votre sujet étant déjà de base très éloigné de vous, au final, sur la photo, ce n'aura vraiment rien rendu. Je vais vous mettre aussi une photo exemple de ce même lever de soleil avec le 12-24 sur le même site, à quelques minutes près réalisées toutes les deux, et vous allez voir que les deux photos n'ont pas le même rendu et n'ont pas la même valeur qualitative. Parce que si vous faites un crop, alors ce que nous nommons un crop en fait c'est un agrandissement partiel de la photo à un endroit précis. Si vous faites un crop sur un fichier
de 50 mégapixels. Alors, si vous faites un crop d'une zone de 10% de votre photo, eh bien, vous n'aurez que 10% de ces pixels qui composaient initialement la photo. Prenons par exemple, si vous avez 50 mégapixels, si vous en prenez 10%, ça fera 5 mégapixels. C'est pas grand chose. Et inutile de vous dire que si vous allez chercher à agrandir votre photo de 5 mégapixels, vous allez vite vous confronter à un phénomène de pixelisation. Ce qui sera normal. Alors que l'avantage de faire votre photo composée au 100-400, au 70-200, au 200-600, etc., c'est que là, vous allez faire 2, 3, 4 photos que vous allez pouvoir retravailler, recomposer comme bon vous semble. Et si, à un moment donné, vous avez besoin de faire un crop de votre composition finale, là, vous n'aurez aucun problème. Vous aurez toujours potentiellement au minimum 50 mégaoctets de votre photo, ce qui n'est pas négligeable. Autre problème que vous allez rencontrer avec des prises de vue au grand angle ou à l'hyper grand angle, c'est les déformations de perspective. Puisque, en fonction de savoir si vous êtes en plongée ou en contre-plongée, vous allez avoir une déformation angulaire au niveau des perspectives, ce qui fait que votre photo va se trapéosider, si je peux m'exprimer ainsi. Et les lignes droites qui étaient comme ceci, si vous êtes en plongée, elles vont faire comme cela, et si vous êtes en contre-plongée, elles vont faire comme ceci. Chose que vous n'aurez pas ou beaucoup moins avec les photos recomposées au téléobjectif, puisque là vous allez prendre des photos de points bien particuliers, que ces déformations géométriques de vos photos se sentiront beaucoup moins sur des photos prises sur des petites zones qu'une photo d'ensemble prise sur une grande zone. Mais encore une fois, ce souci de déformation des perspectives est dû à la conception des optiques grand angle ou hyper grand angle. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ceci, c'est une loi optique physique. Pour vous citer un exemple concret, si j'avais cette scène à prendre en photo pour illustrer mes propos, eh bien je serais drôlement embêté de savoir quelle méthodologie j'utiliserais. Parce que là, j'ai effectivement une grande profondeur de composition et j'ai un angle de champ qui est assez réduit. Par contre, une chose est sûre, c'est que si je veux le détail et l'ensemble de ma scène, je ne vais pas pouvoir la réaliser avec un téléobjectif, puisque là, il me faudrait grosso modo, je dirais à vue d'œil, 7 photos pour le haut, 7 photos pour un quart inférieur, 7 photos. Il nous faudrait en fait 28 photos au minimum pour réaliser cette scène. Donc concrètement, là, l'utilisation du grand angle ou de l'hyper grand angle est beaucoup plus judicieuse, puisque après, à la limite, je vais recadrer ma photo et avoir toute la scène dans son ensemble. Par contre, je vais réfléchir à la focale à laquelle je vais prendre ma photo. Puisque, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, si je me mets à 12 mm pour avoir vraiment embrassé toute la vision que j'ai devant moi, toute la végétation qui est dans le fond va se trouver éloignée. Je vais vous mettre une photo illustrant mes propos. Si je me mettais à 12 mm, voici grosso modo ce qui se passerait sur ma photo. Donc vous voyez, pour la conception de panorama, ces deux méthodes ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Grosso modo, c'est à vous, photographe, de choisir la meilleure des deux méthodes pour le meilleur des rendus que vous voulez obtenir. C'est vous qui composez votre photo, c'est vous qui réfléchissez à sa composition, donc c'est à vous de réfléchir sur le terrain à comment vous allez obtenir ce que vous voulez. À présent, je vais vous mettre en exemple, encore une fois, des photos que j'ai réalisées quelques jours en arrière en préparation de cette vidéo, où j'ai fait des photos d'essai de panorama sur la ville de Decize pour vous montrer un petit peu la différence aussi de l'impact à ce niveau-là. Vous verrez dans ces photos, vous avez des photos prises au grand angle et vous avez des photos prises au téléobjectif. Parmi ces exemples, vous allez trouver ce que j'appelle une photo panoramique ceinture. C'est-à-dire que je n'ai fait que 7 photos dans le sens de l'horizon pour pouvoir faire un panorama, si vous voulez. Et vous verrez que, bien, pour ma part, je trouve que cela manque de grandeur, puisque il faut savoir composer sa photo en photo recomposée, effectivement, mais il faut faire cette petite gymnastique intellectuelle, réfléchissant à, et là il n'y a que
l'entraînement qui vous permettra de juger cela. Pour ma part, j'utilise la méthode suivante, c'est-à-dire que je fais 7 photos pour avoir une photo, on va dire, en 16 neuvième ou 16 dixième sur 3 rangées. Donc au total, je fais 21 photos pour avoir un style de panorama. Alors, en fonction de la focale que vous allez utiliser, peut-être que cette photo, ce ne sera pas suffisant. Là, ce n'est que des méthodes de travail que j'utilise, que je vous donne. Ce n'est pas des recettes toutes faites. Il faut vous faire votre propre expérience, il faut que vous alliez sur le terrain, tester cette méthode et voir le meilleur rendu que vous obtenez en fonction des essais que vous aurez faits. Voilà, et bien écoutez, j'espère que toutes ces photos, toutes ces explications vous auront un petit peu éclairé, peut-être sur des soucis que vous aurez rencontrés sur le terrain et que vous n'avez peut-être pas su les expliquer. Ne perdez pas à l'esprit que ces deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Elles ont toutes les deux leur effet optimal sur la scène que vous voulez photographier à certains moments et non à d'autres. Il faut trouver le juste milieu et l'opportunité de réaliser la belle photo comme vous l'entendez avec l'une ou l'autre des méthodes. Et bien écoutez, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir, cela me confortera dans mon travail. Si vous souhaitez souscrire, souscrivez à la chaîne, cela aussi me fera plaisir et m'aidera dans mon travail. À présent, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.